Salut à tous, c'est Kid, il est 13h sur R Radio et on se retrouve pour la question du jour avec deux spécialistes, Dr Kitri en numérique et Dr Cdéchet en énergie renouvelable. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la question en quoi la high-tech est contre-productive en matière environnementale. Moi personnellement, quand on me dit high-tech, je pense au téléphone. C'est quand même vachement pratique, mais elle va toujours pas longtemps. Il s'agit de l'obsolescence programmée. Mais qu'est-ce que c'est ? Il faut déjà distinguer l'obsolescence classique, dira-t-on, et celle programmée. Comme vous pouvez voir sur ces images, l'obsolescence classique est due au fait que le téléphone ne correspond plus aux nouveaux usages attendus pour des raisons techniques, l'appareil photo, la mémoire, l'autonomie de la batterie, etc. L'obsolescence programmée, elle, dépend de la marque qui met en place un stratagème. Elle raccourcit la durée de vie des produits dès leur conception afin que le client s'en rachète un plus rapidement. D'accord, mais elle n'a pas d'impact cette chose, on peut pas la voir, la quantifier. Cela se voit et très clairement. Avec ce phénomène d'obsolescence et de production croissante d'appareils électroniques, ce sont 10 millions de tonnes de déchets électroniques générés chaque année en Europe. Plus globalement, environ la moitié de ces objets produits annuellement dans le monde se retrouvent dans les pays du tiers-monde où ils seront au mieux réparés et réutilisés, au pire stockés dans des décharges sauvages ou brûlés en absence de toute protection de l'environnement. Mais du coup, rien n'est fait contre ça, docteur Kitri. Ça me paraît douteux quand même, non ? Malgré l'interdiction de la Convention de Bâle sur l'exportation de ce type de déchets depuis 1997, il y a des dérogations permises pour l'exportation des déchets dangereux. C'est une bataille entre acteurs du secteur. Les fabricants utilisent un argument écologique en disant que le renouvellement de 25 millions d'appareils électroménagers de plus de 10 ans par des appareils récents et performants permettrait d'économiser sur leur consommation d'énergie. En conclusion, c'est les géants de la tech et les industriels contre les institutions et les associations de consommateurs qui tentent de limiter le phénomène sans enrayer l'économie du pays. Donc là, vous me dites que tous les objets sont touchés, même les plus basiques. Et oui, complètement. Il n'y a pas que le téléphone dont la durée de vie est si courte alors. J'ai lu un tweet tout à l'heure, il parlait des éoliennes. Il paraît qu'après 25 ans, il faudrait changer ces armes d'installation. Qu'en pensez-vous, Dr Cdéchet ? Alors oui, c'est vrai. Il faut savoir que les fondations de cet engin sont en béton et constituées de 95% du poids de toute l'éolienne en fait. On calcule qu'en moyenne 550 mètres cubes, il me semble, d'un matériau très polluant sont nécessaires à sa construction. De plus, une somme de 50 000 € par éolienne est nécessaire pour son futur démantèlement. C'est quand même énorme. Pour finir, c'est l'information principale, la durée de vie d'une éolienne est de 20 à 30 ans et certaines sont même démantelées avant même d'atteindre cet âge. Paraît-il que 300 à 500 éoliennes par an seront à retirer, un bilan totalement désastreux, vous en conviendrez. Et docteur, à part l'éolien dans les énergies renouvelables, on a bien une autre solution, non ? Comme le solaire par exemple. Il semble que ça permet de consommer une électricité éco-responsable qui proviendrait d'énergie 100% renouvelable. En plus, ils réduisent considérablement l'empreinte carbone, car les composants des panneaux photovoltaïques sont recyclables ou réutilisables, c'est vrai ? Pas vraiment. En fait, la production d'énergie photovoltaïque peut s'avérer périodiquement insuffisante pour alimenter un foyer en totalité. Le principe même d'autosuffisance tombe alors à l'eau, celui de pouvoir revendre le surplus d'énergie aussi. Les panneaux solaires chinois répandus en Europe comportent également des problématiques. On peut relever l'utilisation du silicium ou des cellules photovoltaïques importées de Chine, extrêmement polluants et qui demandent un temps de transport conséquent pour être acheminés. Pour finir, on estime que d'ici 2050, entre 13 et 20 millions de déchets dus à la surproduction de panneaux solaires chinois seront accumulés. D'accord, ça fait beaucoup moins envie d'un coup. Compliqué de trouver un compromis entre énergie fossile et renouvelable donc. Ah, un nouveau tweet. Et d'un autre thème en plus. Coup dur pour les fabricants de téléphones, nos réserves en terres rares s'épuisent. C'est justement notre dernier sujet. Dr Kitri, que pouvez-vous nous dire au sujet de ces terres rares dans nos smartphones dont on entend parler si souvent ? Alors, avant tout, il faut bien comprendre que Internet et les réseaux sociaux n'existeraient pas sans nos chers smartphones. Depuis janvier, le compteur de vente de smartphones affiche 5,6 millions en France. Quelle quantité faramineuse quand on sait qu'on est 70 millions en France. Et donc, c'est quoi les terres rares ? J'y viens. Ces appareils nécessitent des denrées particulières pour être conçus. On les appelle terres rares, car elles sont difficilement exploitables, bien que paradoxalement présentes en grande quantité. Cela pose des questions aussi bien environnementales que géopolitiques, avec une production dans des conditions souvent peu éthiques. On les extrait dans des mines de cuivre, de zinc ou d'uranium, mais le processus est très cher et hautement polluant. Et on les trouve où ces matériaux dans nos téléphones ? Alors, on a les écrans qui, pour être tactiles, doivent être dotés d'un film qui conduit l'électricité fait d'oxyde d'indium. On a également la lumière qui éclaire l'écran, qui nécessite du gallium pour la puce et de l'indium pour la couleur. Dans la partie son, il faut des aimants
minuscule et puissant, souvent fait d'un alliage venant de terres rares qu'on trouve aussi dans les turbines d'éoliennes. Et enfin, dans les batteries, composées du fameux lithium, métal le plus léger du monde, extrait notamment d'Australie et des déserts de sel d'Amérique du Sud. Et on a donc partout. Je vous avoue que je connais pas bien ces noms scientifiques, mais ça fait froid dans le dos à entendre. Quand on sait comment et par qui c'est extrait. Et donc, en quoi ça pose un problème pour l'avenir? Pour avoir ce que vous avez dans vos mains, il faut exploiter des centaines d'éléments chimiques différents aux quatre coins du monde, dont les réserves se tarissent et dont l'accès est de plus en plus difficile et dangereux. Ajoutez à cela les transports et les diverses transformations, vous obtenez une consommation d'énergie phénoménale rien qu'à la production. Il est l'heure. Merci Dr Kitri et ses déchets pour toutes ces réponses. Merci à vous. Merci. C'est déjà la fin de la question du jour. On se retrouve demain avec un épisode surprise. Maintenant, place à la musique.